Bonjour Cathy. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir pour partager l'aventure de Malégole, mais une aventure en couple, une aventure d'entrepreneur, une aventure de rachat d'entreprise. Donc on va plonger dans ce parcours, dans cette aventure. On est en Bretagne. On vient juste, nous, de revenir avec Laura en Bretagne. Et effectivement, je suis passé devant l'atelier et ça m'a tout de suite interpellé, ça m'a marqué, parce que j'ai deviné ce qui pouvait s'y passer en termes de valeurs et d'aventure. J'ai eu l'impression, hein, c'est une intuition, et je pense qu'on va explorer tout ça. Avant de plonger dans cette aventure, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors, Cathy Lassalle, j'ai 60 ans et entrepreneur depuis 2006, donc on est en 2022, je rentre dans la 17e année déjà. J'ai eu une carrière avant dans l'exportation, dans la brasserie, puis comme chef de produits textiles chez Decathlon, quand Decathlon a décidé de lancer sa marque propre. Donc les grands écarts, je connais, et j'ai fait une petite pause pour élever nos 3 filles à la naissance de la 3e. Et c'est à la suite de ça qu'on a repris Atelier Malégole, parce qu'à l'époque, on avait déjà plus que la quarantaine, donc on n'avait pas le temps. Enfin, on s'imaginait que ce serait difficile de créer, qu'on gagnerait une étape en reprenant une entreprise qui était déjà installée. Voilà, donc on a fait ça en couple avec mon mari, parce qu'on a des personnalités qui sont vraiment très complémentaires, et puis qu'il y a cette confiance qui amène un confort. On a tous les deux des caractères bien trempés aussi, donc on ne va pas sur les plates-bandes de l'autre, on se rend compte, on se fait des réunions, et voilà. Donc lui était déjà entrepreneur. Oui, lui, il avait une agence de communication du côté à Lille, dans le Nord. Donc on a vécu 27 ans dans le cœur de Lille, dans cette belle ville super vivante culturellement, humainement, très très intéressante, mais aussi très polluée, et dans une région qui est quand même pas très jolie, enfin surtout quand on la compare à la Bretagne. Oui. Voilà, c'est diamétralement opposé. Et est-ce que le quotidien d'Olivier, les discussions peut-être qui se posaient le soir ou le week-end, te donner envie d'entreprendre, ou au contraire tu voulais faire un peu attention à ce côté-là? Non, pas du tout. Moi, j'ai un tempérament vraiment de défricheuse, et j'avais envie d'entreprendre depuis l'adolescence. C'était vraiment à l'adolescence, j'étais absolument pas fleur bleue. J'étais vraiment dans l'idée de faire une carrière, d'avoir mon entreprise. À l'université, je me souviens, j'avais toujours des projets, puis j'allais voir mes profs, qu'est-ce que vous en pensez? Puis après, je me rendais compte que j'avais pas de sous de toute façon, donc ça n'aboutirait pas, et j'avais pas de réseau, donc mais dans ma tête, c'était toujours ça. Et je crois que chez Decathlon, j'ai compris vraiment ce que c'était que d'être entrepreneur et d'avoir des responsabilités. C'est quand même une entreprise qui a un potentiel de formation des jeunes. À l'époque, la moyenne d'âge, c'était 27 ans quand même. Ceci dit, ça doit pas être beaucoup plus aujourd'hui, hein, mais... Est-ce que à ce moment-là, tu étais peut-être déjà intrapreneur chez Decathlon? Ah oui, parce que je me comportais pas du tout comme une salariée, quoi. Enfin, comme une salariée
je me sentais libre et j'étais toujours passionnée par mon métier. Donc moi, j'ai jamais compté mes heures parce que elles pesaient pas de la même manière que quelqu'un qui est pas passionné peut-être tout simplement, qui fait son métier, qui s'intéresse à son métier, mais qui a aussi plein d'autres choses à côté. Moi aussi, j'ai plein de choses à côté, mais ça ne me dérange pas de les mettre de côté parce que j'ai envie de terminer quelque chose, quoi. Donc, qu'est-ce que tu retiens de ces années de cadre salarié dans des grands groupes, dans des structures déjà bien établies? Ouais. C'est la liberté que j'ai eue de construire mon réseau de sous-traitants, de la confiance que j'ai sentie dans ce que je faisais. J'avais le droit de faire des erreurs et à partir du moment où on en tirait un enseignement et vraiment, je crois que ça a été j'ai passé un peu plus de 10 ans chez Decathlon. Ça a été très formateur pour le management, parce que déjà, il y avait à construire une équipe. J'avais des fonctions aussi qui n'étaient pas hiérarchiques, mais par exemple, j'étais responsable de l'harmonisation de la gamme de couleurs chez Decathlon entre les différents secteurs d'activité. Donc responsable actionnariat, des fonctions qui sont transversales en fait, et donc on apprend à communiquer avec les uns et les autres sans avoir d'autorité, et c'est très très enrichissant, ça, en plus de tout ce qui est évidemment métier. On débarquait comme un pionnier, on a commencé à acheter du fil, à le faire tricoter, à le faire teindre. On arrivait dans des métiers qu'on ne connaissait pas, mais avec une envie qui était si forte qu'en fait, en plus à une époque où le textile était déjà un peu en déclin, donc on arrivait un peu aussi chez certains sous-traitants comme des sauveurs d'activité, parce que la volonté c'était de fabriquer en France quand c'était possible, en Europe quand on pouvait pas en France, et on allait plus loin seulement après. Et moi j'ai aimé cette démarche-là. Et il y a des tas de choses que aujourd'hui on va retrouver. J'applique chez Decathlon, et mais c'est fou, comme le tutoiement qui était pas forcément habituel. J'ai une équipe de menuisiers en atelier. Moi, je leur dis, on vit ensemble quand même. Vous m'appelez Cathy et vous me tutoyez. Ça me paraît logique. On est comme une famille, quoi. Donc il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent pas. Mais au moins, c'est possible. Moi, je trouve que on essaye de trouver un peu de proximité. J'ai perdu le fil de ce que c'était très bien. Je disais. Oui, des choses que je garde de Decathlon. Donc, il y avait d'abord cette proximité avec l'équipe, cette solidarité. Là, on veut tous réussir ensemble, on va tous dans la même direction, et il faut qu'on fasse bloc, quoi. C'est un collectif à construire. On va retrouver beaucoup de tous ces éléments du coup dans l'aventure Atelier Malégol. Après cette pause du coup professionnelle, tu as envie de reprendre une activité professionnelle encore, parce que tu en avais beaucoup d'autres. Ça, quels sont les choix et du coup pourquoi il y a une direction vers un rachat d'entreprise? Alors, j'avais un peu plus de 40 ans quand j'ai voulu remettre le pied à l'étrier, comme je dis souvent. J'avais une fille qui approchait du collège. Je me disais, on va lui parler d'activité. Est-ce qu'elle aura encore le souvenir de sa maman qui travaillait? Comment est-ce qu'elle va se projeter? Et puis, il y avait cette envie au fond de moi, de toute façon, d'avoir une activité économique.
je suis quand même indépendante d'un âme et là je n'amenais rien financièrement à au la foyer. famille. Voilà. Donc j'ai commencé à recontacter des entreprises qui étaient dans le textile dans la région de Lille. Et puis j'avais des réponses négatives. Je n'arrivais pas à m'imaginer que parce que j'avais plus de 40 ans déjà, on me considérait comme has-been. Et puis le fait est que au bout de 6 mois, j'avais pas de réponse positive et en tout cas pas pour des postes qui pouvaient m'intéresser. Oui. Donc j'ai fait un bilan de compétences. J'ai pas forcément non plus apprécié l'exercice, ou peut-être que je l'ai pas fait avec une personne. C'était peut-être un peu le début des bilans de compétences à l'époque, mais j'avais l'impression que si je lui avais dit j'ai envie de devenir chef d'orchestre, elle m'aurait dit que c'était possible, quoi. Donc c'est un peu la même expérience que le conseiller d'orientation. Oui, c'est ça. Au collège où en fait on voit qu'on n'est pas spécialement compris. Oui, c'est ça. Donc j'ai réfléchi et puis on discutait beaucoup avec Olivier et je me suis dit le plus simple c'est peut-être que je crée un business. Je vais réfléchir à créer un business et puis ou à reprendre une petite activité. Et là, Olivier, mais vraiment, c'est une des grosses surprises de ma vie. Il me dit, mais et si on le faisait ensemble? Donc, il était prêt à tout arrêter pour démarrer un nouveau projet avec moi. Donc, j'étais en même temps, mais tellement enthousiasmée tout de suite, et puis abasourdie parce que c'était un cadeau immense, quoi. Je me suis dit, mais vraiment, on était fait pour vivre ensemble, quoi. Partenaire ah oui, c'est dans vraiment, tous les aspects. Et ce projet, c'est notre 4e enfant. C'est vraiment notre 4e enfant parce qu'on l'a construit, on l'a réfléchi. Du coup, c'est vrai que ça a ralenti un petit peu les choses parce que ça mettait un poids sur la famille qui était supplémentaire. Hein. Il fallait, si je lançais un business toute seule, j'avais cette sécurité financière de son salaire. Là, d'un seul coup, on remettait tout en question, on remettait tout à plat. Feuille blanche. Page blanche. Donc on a défini un profil d'entreprise qui pouvait nous correspondre. On avait le projet, comme lui avait une agence de communication. La communication à l'époque, c'était ou Paris ou la région lilloise. Et donc on était un peu coincé avec ça. À partir du moment où on allait sur une autre activité, c'était open sur la France. Et j'avoue que moi, comme j'avais pas d'accroche familiale du tout dans le Nord, même si c'était une région agréable pour y vivre, parce que tu viens de quelle région? C'est un peu compliqué. Je suis issue de l'immigration, de mon père d'un pays, ma mère d'un autre pays, et donc c'est le travail qui les a fait venir. Et donc il y a culturellement aucune accroche. Ouais. Donc comme j'aime les belles choses et que dans ma vie la beauté elle compte vraiment et le cadre quand même du Nord il est pesant. Et donc, à l'époque, on avait la chance de pouvoir partir très facilement et en week-end ou en vacances. Et quand je revenais dans le Nord, je me rendais compte que c'était toujours pesant, quoi. C'était la fin des vacances. Et donc, la perspective de pouvoir quitter le Nord, c'était quand même enthousiasmant pour moi. Ouais. Pour que les lundis ressemblent à des dimanches ou des mardis à des mercredis. Pour que ce soit plus un sujet, quoi.
ce soit plus un sujet, tout simplement. Et donc, en parallèle donc, d'une recherche d'entreprise, Oui. Olivier se met en chemin pour céder son entreprise. Ben oui, en fait, c'est ça. Ça se fait en parallèle. En fait, il était associé avec quelqu'un, et il se trouve que il y a eu une proposition de rachat par un grand groupe européen de leur structure. Donc ça s'est combiné étonnamment. Alignement de planète, quand c'est le bon moment, tout s'enchaîne assez rapidement. Pour tout, parce que je me disais, on est à des croisées de chemin. J'en avais une qui allait rentrer au lycée, une qui allait rentrer au collège. Donc à chaque fois, c'était allez hop, il y a un cran à passer, un changement pour chacun. Est-ce qu'il y a eu d'autres approches, d'autres tests, on va dire, avant d'avoir le coup de cœur d'Atelier Malégol, ailleurs en France ou ailleurs? On a eu deux propositions, mais qui étaient dans le Nord et qui n'étaient pas du tout dans le domaine de la décoration, qui étaient plus dans un domaine connexe à l'activité d'Olivier. Donc ça a pas donc en fait on les a assez vite écartés, et ce dossier d'Atelier Malégol, à l'époque ça s'appelait Cuisine Malégol d'ailleurs, oui. Je l'ai trouvé sur deux sites différents la même semaine, et après ça s'est enchaîné vraiment très très vite. C'était début mai. Et pour une signature de reprise le 6 octobre. Donc, on a eu un été costaud. Ah oui. Comment ça se passe, un rachat d'entreprise? Effectivement, il faut qu'il y ait un match, un accord des deux côtés. Il y a une négociation. Comment ça se passe pour faire une transaction, pour faire une passation? Oui. Comment ça se passe un petit peu dans... Alors, il faut déjà avoir préparé, quand on est repreneur, il faut déjà avoir préparé un dossier de financement. Il faut vous faire le point sur ses capacités financières. Il faut aussi se former. Moi, je me suis formée avec la CCI à la reprise d'entreprise sur plein d'aspects qui sont justement plus comptables et financiers, qui était la partie que je connaissais le moins à l'époque. Oui, aujourd'hui ça a changé. Aujourd'hui ça a un peu changé, oui, mais bon. Et puis on contacte après il y a des tas d'organismes. Ça a changé aujourd'hui, hein, bien sûr. Mais à l'époque, c'était un peu le début d'Internet, mais il y avait déjà quand même des clubs de cédants, repreneurs. Oui. Donc on participait à des petits déjeuners pour écouter les expériences des uns, des autres, pour écouter des parcours de reprise d'entreprise qui s'étaient bien passés, qui s'étaient moins bien passés, et comme ça permet d'être en alerte. Parallèlement à ça, donc il y a pas mal de rencontres de réseautage. Ensuite, il faut construire aussi son équipe d'accompagnants, parce qu'on peut pas y aller comme ça sans un avocat, sans un expert comptable qui va vous aider à décortiquer les comptes de l'entreprise que vous voulez reprendre. Il y a des personnes qui sont spécialisées aujourd'hui aussi dans l'accompagnement des cédants et des repreneurs d'ailleurs. Et du coup, est-ce que ça aurait été possible si Olivier n'avait pas amené le capital de la cession de ses parts? Un projet comme ça aurait été possible? Oui, bien sûr, oui, parce que en fait, quand on reprend une entreprise, on va chercher un financement.
Donc c'est le fait de... Donc on a eu un apport, mais c'est exactement comme acheter une maison. Vous avez un apport pour rassurer le banquier sur le fait que vous investissez dans votre projet, mais c'est le banquier qui va financer votre rachat en fait. Et c'est l'activité de l'entreprise qui doit être capable d'auto, on va dire, rembourser son exactement. Et c'est ça qu'il faut bien calculer. Oui. Ah oui. Et c'est là où nous, on avait un petit handicap ici, c'est que tous les bâtiments étaient dans le bilan de l'entreprise, donc ça alourdissait. C'est un gros capital. Oui. Donc ça, c'est une des choses qu'on a faites en pensant à ceux qui reprendront après nous. C'est qu'on a sorti les bâtiments, comme ça on pourra céder l'entreprise, et après, si la personne, quelques années après, a la volonté de reprendre les bâtiments, elle reprendra les bâtiments. Mais ça permettra d'avoir plus agile. Oui, beaucoup plus de facilité de remboursement. Ouais. Donc ça se fait très vite. Est-ce qu'il y a une transition entre les nouveaux propriétaires et les anciens? Oui. Comment ça se passe pour bien transmettre, là on est sur accueillir. Un point qui a pas été une bonne décision pour nous, c'est-à-dire que les cédants sont restés dans l'entreprise quand même quelques années. Oui. Et ça c'est dur parce que quand il peut y avoir qu'un capitaine sur un bateau. Ouais. Donc quand il n'était pas sur le site de Lannion, parce qu'on a ouvert un magasin à Rennes, donc il était à distance, mais quand même, je pense que ça nous a freinés au final. Pour prendre des décisions un peu plus radicales, un petit peu. C'est ça. Pour amener le souffle nouveau, le changement. C'est exactement ça. Oui. Ouais. Oui. Donc, et il y avait combien il avait du mal à. Il n'était pas devenu salarié pour autant. Il était agent commercial pour nous dans la structure du magasin de Rennes, mais c'était vraiment pas une bonne idée de le garder si longtemps en fait. Et il y avait combien de personnes, de collaborateurs à la reprise? À la reprise, je pense on devait être 18. Ouais. D'accord. Et comment tu as fait? Comment s'est passé ce changement de patron dans la tête des gens? Alors, je pense que ça a été ça n'a pas été simple du fait que les cédants étaient toujours dans l'entreprise. C'était ça, et puis on avait une équipe qui était quand même assez avancée en âge. La moyenne d'âge était assez élevée, notamment en atelier. Donc ce qu'on a on en a eu vite conscience parce qu'il y avait un très beau savoir-faire en atelier. Ouais. Mais une équipe vieillissante, ce qui fait que on a accueilli des stagiaires, détecté des jeunes talents, ce qui fait on les a pris en apprentis et que les anciens ont formé avant qu'ils partent, avant qu'ils partent et que le savoir-faire puisse rester en atelier. Et ça, c'était à chaque fois des belles expériences d'accompagner un jeune et de voir que la passion de la matière, la passion du métier peut perdurer comme ça. Et puis c'était souvent des belles relations entre les uns et les autres, les menuisiers. Aujourd'hui, on a même 2 menuisières en atelier qui sont arrivées comme ça aussi par des stages. Et le positionnement, du coup, en 2006 d'Atelier Mallegol, c'est quoi? Qu'est-ce qui sort de l'atelier et pour qui, on va dire? Ouais. Alors, on va peut-être repartir un tout petit peu plus loin quand Charles Mallegol a créé l'entreprise. Parce qu'en fait, c'était une personne, Charles Mallegol, le nom vient de là.
a créé l'entreprise et il avait la volonté de fabriquer en local des cuisines qui seraient en chêne massif et qui seraient de belles factures. Alors à l'époque, c'était des cuisines un peu rustiques, campagnardes, mais elles sont toujours debout et de qualité. Donc on a tout de suite été sur un positionnement de qualité, mais avec des cuisines standards de l'époque. L'entreprise a ensuite été cédée à donc Jacques Maillard, à qui nous avons racheté, et lui a eu l'intelligence de la monter sur un niveau de design un peu différent, sortir du rustique traditionnel pour l'amener sur un côté un peu cottage anglais ou un peu campagne flamande. En respectant toujours la qualité, les fournisseurs traditionnels d'atelier Malégol et l'équipe, donc il est monté un peu d'un cran et du coup il a réussi à aller un peu plus loin sur la Bretagne, à sortir un peu du local et en restant en France. Et en restant, oui. Et puis quand on est arrivé, c'était à un moment où il y avait un peu partout, dans différents secteurs d'activité, une espèce de bipolarisation des marchés. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté l'attrait du prix et de l'autre côté le haut de gamme qui performait aussi. Donc le milieu de gamme, il était un peu en péril. Et c'est là où on s'est dit, il faut monter d'un cran. Et on s'est dit, on est fabricant, donc on peut faire ce qu'on veut. À partir du moment où on a les compétences pour offrir cette liberté de fabricant à nos clients. Donc on a embauché une équipe avant on avait des commerciaux en fait, et là on a embauché des architectes d'intérieur, on a un designer, enfin une designeuse, et donc on part pour chaque client d'une page blanche. On écoute ce que les gens veulent vivre dans leur maison, parce qu'on fait pas que des cuisines. On va sur place, on va sur le lieu, et du coup on peut concevoir un agencement qui va être parfaitement adapté à la famille et au lieu. Donc pas de modèle, pas de gamme, pas de catalogue. Quelquefois ça déroute un peu les gens qui rentrent chez nous, mais vous n'avez pas de catalogue. Non. Votre cuisine, on va la dessiner devant vous, et ça a un côté un peu baguette magique quelquefois. Comment vous trouvez ces premiers clients qui ont ces projets un peu plus ambitieux, le portefeuille qui va avec? Comment se passe peut-être c'est une prospection, c'est des salons, c'est des magazines, des salons, des RP? Oui. Alors on faisait à l'époque beaucoup de salons sur toute la Bretagne, Quimper, Brest, Vannes, Rennes évidemment. Donc c'était une grosse logistique de monter, démonter des cuisines, des cuisines pour éphémères. 4 jours. C'était un travail, puis un budget colossal. Quand je vois ce que je fais aujourd'hui sur le web, et donc c'était beaucoup de salons et puis de la relation presse. Parce que on n'avait pas les moyens on était quand même une PME, on n'avait pas les moyens de faire des annonces presse dans Art et Décoration. Mais on faisait des reportages chez nos clients, on faisait un dossier de presse et on avait une agence de relations presse qui nous permettait d'obtenir quand même des parutions dans les magazines de déco. Donc c'est comme ça que les gens venaient chez nous. Puis on avait un site internet quand même. Dès le départ, on avait un site internet qui était pas mal référencé. Toute l'expérience et peut-être le savoir-faire d'Olivier a permis de tout de suite positionner les bons outils, les bons canaux. C'est ça. Et alors, ce qu'il y a de drôle, c'est que maintenant, la communication, il me l'a confié. Mais vraiment, quand ça s'est fait, là aussi, je me suis dit, mais attends,
c'est ton métier de base. Et il m'a dit, mais non, mais la communication a évolué, allez, vas-y, tu prends, si ça te dit, tu prends les rênes. Comment ça s'est justement opéré, votre répartition, on va dire, des tâches, puisqu'il y avait tout à apprendre? Oui. Du marché, Oui, mais en même temps, ça s'est fait tout naturel. Ça s'est fait naturellement parce que au niveau moi, mon métier, c'est beaucoup les approvisionnements et j'avoue que le textile ou le bois, c'est pareil. On a une matière vivante. Des partenariats, des relations. Le sens du bois ou le sens du fil sur du textile, qu'on achète des boutons, de l'élastique ou de la quincaillerie, des charnières, des poignets. Ça se ressemble énormément. Il y a plein de ponts. On n'est pas dérouté. Il y a des grands salons à Cologne, en Italie. On trouve les fournisseurs. Mais sinon, pour revenir au positionnement de Malégol, il y a quelque chose qui nous a beaucoup aidé, c'est de distribuer quelque chose qui est vraiment une de nos spécialités, c'est le piano de cuisson pour particuliers. Et on a référencé les 4 marques les plus reconnues au monde de ces grosses cuisinières. Et donc on a 2 Français, La Cornue, Lacanche, on a un Anglais, Aga, et puis un Américain, Wolf. Et ça, c'est un vecteur pour nous qui est extraordinaire parce que on est très peu de distributeurs en France. On doit être peut-être 4 sur la France à avoir les 4 marques. Ah oui. Et donc les clients qui cherchent ces marques nous trouvent très facilement. Et vous êtes le seul à offrir l'ensemble après des possibilités de prestation. Une fois qu'ils viennent pour une cuisinière, en général il y a un projet de cuisine derrière. Donc on est déjà ravis si on vend la cuisinière, mais si on peut faire l'agencement autour, c'est formidable pour nous. Ça a été le déclencheur, ce premier référencement. Il a été fait quand, au bout de combien de temps? Aga, ça a été fait par Jacques Maillard en 2000. C'est une de nos clientes qui lui a demandé de faire rentrer Aga, enfin de lui fournir une cuisinière Aga avec sa cuisine. Et il s'est dit tiens, c'est intéressant. Il s'est passionné pour Aga. Et après nous, on a fait rentrer les autres marques. Et vraiment ça c'est gagnant parce que le positionnement de ces marques est exactement le même que Malégol, c'est-à-dire qu'on est sur une durée de vie qui est c'est un achat pour toujours. Quand on fait une cuisine Malégol, on va pas la changer dans 5 ans ou dans 10 ans. Elle est faite pour un lieu, elle est faite pour une famille, donc comme on est très sensible à l'ergonomie, elle est faite pour durer et ces cuisinières sont faites pour durer. On a embauché des techniciens qui sont capables de les installer, de les entretenir. Aujourd'hui, sur la répartition, on va dire, du territoire ou de la géographie, vous faites aussi de l'export? Alors, ça nous, de manière anecdotique, on est allé en Suisse. On a fait aussi une fois en Allemagne, mais c'est vraiment anecdotique. On a des ambitions, on a des ambitions quand même. Oui, là, moi, je me fais rattraper par mes origines, c'est sûr. Mais donc beaucoup en France. Oui, beaucoup. C'est le Grand Ouest, on va dire que c'est l'Île-de-France, Paris, Paris Ouessant, et puis on va dire le Touquet, l'île de Ré. Ça c'est la zone de confort. Grand Ouest. Après, on nous appelle à Strasbourg, on y va. On nous appelle à Nice, on y va. C'est que de la logistique, c'est pas. La semaine dernière, on a envoyé une Aga à Ibiza.
Ça s'est fait, mais c'est anecdotique, ça. On a toujours quelques projets comme ça chaque année, mais il n'y a pas aujourd'hui de démarche vraiment pour l'exportation, même s'il y a un gros projet d'exportation, parce qu'on a quand même un savoir-faire qui est assez exceptionnel, sauf que avec notre modèle et notre process de création, c'est difficile de travailler sans aller sur place. En amont. Donc quand on veut envisager l'exportation, il faut que ce soit des choses qu'on puisse envoyer, protéger et puis qu'il n'y ait pas d'installation. Donc ça ne peut être que des meubles. Donc on a réfléchi et on s'est dit il faut rester sur le même créneau. Donc on est sur un créneau de passionnés, un créneau très haut de gamme. Donc on va créer des meubles qui correspondent à une passion. Donc on a commencé par le vin. En français, en bon français, on s'est dit on va préparer un meuble de dégustation des vins, et donc on crée une espèce de comme une cabane d'enfants. Quand on voit le meuble, moi c'est un joli meuble qu'on peut positionner dans un bureau, dans un salon, et puis c'est un petit mystère, on ne sait pas quel type de cabinet c'est, et puis dès qu'on le déploie, alors là on a une cave à vin de mise en température et de mise sous vide. Donc techniquement, mettre un appareil de froid dans un meuble fermé, c'est déjà une belle prouesse. Et puis on a des verres à dégustation, les carafes, tous les accessoires sont là. C'est vraiment une promesse d'une dégustation réussie, quoi. Pour quelqu'un, il y a le petit coin bibliothèque pour mettre ses cahiers, ses livres. Enfin, c'est vrai, tout est pensé. On l'a d'ailleurs réfléchi avec Eurocave. Eurocave, qui est le fabricant français, entreprise du patrimoine vivant de cave à vin. Donc à chaque fois, j'ai l'impression que pour aller sur des sous-verticales, on va dire, de l'ameublement, tu vas chercher la référence. Ah bah oui. Comme ça s'est fait avec les cuisinières, les pianos, les caves, les bibliothèques, les choses. Tu te sers toujours de partenaires bien sûr. déjà positionnés. On va s'adresser toujours à une niche, donc on va jamais vendre des quantités énormes de ce qu'on va vendre, mais il faut que ça fasse vraiment tilt quand la personne découvre ça doit vraiment être époustouflant. On doit se dire mais ça c'est pour moi, c'est ça qu'il me faut. Les verres, pareil, on est allé chercher des verres à dégustation. Rien que de toucher le verre, c'est une sensation, quoi. Il est tellement léger qu'on aura l'impression que on n'aura que le vin dans la main. Et enfin, c'est un plaisir énorme en plus à chaque fois d'aller chercher. Oui. De faire cette veille, ce sourcing, ces rencontres. Ça, c'est un plaisir énorme. Et d'embarquer tous ces partenaires dans cet univers dont vous êtes le gardien, quoi. Les gardiens. C'est ça. Donc on a commencé par ce meuble-là. Ensuite, on est en train de faire un proto d'un meuble à souliers, parce que quand on est collectionneur de jolies chaussures, ça s'appelle des souliers. Et là, c'est pareil. Donc on imagine un cabinet fermé, et quand on le déploie, on peut s'installer dans sa collection, l'embrasser des yeux, s'installer dedans pour commencer à lustrer, soigner chacune des paires, quoi. Donc c'est des promesses de moments. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc on s'est mis une série de meubles qu'on a en tête pour le moment, puis il faut développer les protos. Et ça, effectivement, ça peut sortir, ça peut passer les frontières. Voilà, c'est tout. Ça peut aller à New York, Manhattan, Londres. Ok. Mais en réfléchissant aussi à comment bien protéger pour la logistique, parce qu'on va l'envoyer, et qu'est-ce
qu'est-ce qu'on va faire de cet emballage? Moi, je me suis dit, bon, évidemment, c'est une caisse bois, mais une belle caisse bois. Il faut qu'elle puisse être utile, donc il faut qu'on puisse la transformer en armoire qu'on va mettre dans un garage ou je sais pas. Mais aujourd'hui, on réfléchit à ce que tout ait du sens et que rien ne soit fait par hasard et qu'il n'y ait rien d'inutile, quoi. Ça me fait penser. J'ai écouté la biographie de Louis Vuitton. Oui. Dans les années, vraiment le créateur, l'initiateur de ces malles de transport, ces écrins entre de belles robes, de vin, de kits de pique-nique et voilà, pour traverser, changer de cours. C'était ça, il y avait les impératrices, tout ça, et ça me fait un peu penser à ça, d'avoir ce côté très très précieux, soigné évidemment, et que ce soit remarquable dès le début, puisqu'il a entouré ses malles de ce tissu imprimé, avec ses initiales, et je pense que du coup l'expérience des meubles et des cuisines Malégol, votre meilleur vecteur de communication, c'est ce bouche à oreille. Les personnes qui sont invitées dans ces lieux-là, elles repartent avec ça en tête. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez, est-ce que tu connais la répartition peut-être de comment on arrive aujourd'hui chez Malégol, avec Parce que c'est vrai que chez Malégol, enfin, on cultive cette discrétion, c'est-à-dire que pour nous, le vrai chic, il n'est pas ostentatoire, donc on ne va pas estampiller de manière... Oui, bien sûr. Voilà. Et pour nous, c'est la cuisine de Monsieur et Madame Martin, la cuisine de Monsieur et Madame... C'est plus cuisine. Oui, c'est pas la cuisine Malégol, mais les invités qui sont dans cette cuisine doivent, à mon avis, demander. C'est ça. Et donc, c'est le bouche à oreille, c'est Internet, beaucoup Internet quand même. Internet nous a beaucoup aidé. On a un site qui est assez efficace pour. Vous avez créé des vidéos. Oui, oui. C'est même un studio. C'est toi qui apparaît. Ah oui, parce que quoi, c'est la genèse. C'est le Covid qui nous a amené à ça. C'est-à-dire que nous vendons donc ces jolis pianos de cuisson. Pour vendre certains de ces pianos de cuisson qui sont sans bouton de commande, les Aga notamment, on fait chaque mois des démonstrations où on reçoit les gens qui s'intéressent à cette marque, et puis on leur montre comment cuisiner sur ces pianos de cuisson. On fait un repas avec eux, puis après on le déguste. Donc là, c'est pas une casquette vraiment commerciale, ça nous paraît juste de montrer comment on fait, et on tient à le faire nous-mêmes, parce qu'on se dit, si on le fait faire par un chef, ce sera bon parce que c'est un chef. Et moi, je suis une maman comme les autres, je cuisine, et on ne fait que des recettes quotidiennes quand on fait ces démonstrations. Et tout le monde est capable de les faire. Là, j'étais en Autriche la semaine dernière, Olivier l'a fait avec Adèle que tu as rencontré tout à l'heure. Donc c'est ça qui est aussi très chouette. Sauf que pendant le Covid, évidemment, on pouvait plus. Et là, je me suis dit, mais je ne peux pas laisser les gens sans être guidés. Et donc, j'ai eu l'idée des vidéos. et en même temps, je savais pas faire, quoi. Donc, heureusement, j'ai repéré un jeune vidéaste qui est épatant, Sacha Saufer, qui travaille beaucoup pour des chefs de Rennes. Donc, il a pu venir. Donc, il est venu, je lui ai expliqué le principe, et donc, il me dit, mais pour faire des vidéos, il faut faire des vidéos courtes, c'est 2-3 minutes. Et je lui dis, mais même pas en rêve. Moi,
j'ai besoin de 10 minutes pour expliquer quelque chose. Donc, il m'a dit, mais ça va pas marcher. Je lui ai dit, mais je veux pas avoir des milliers de vues. Je veux être utile aux gens qui s'intéressent à Aga. Donc, moi, j'ai le fond. Toi, tu sauras faire les belles images. Vraiment, il est vraiment épatant. Et donc, je lui dis, bon, écoute, on va commencer, on en fait une, on verra bien ce que ça donne. Et en fait, c'est épatant. On en a fait plusieurs, et après. Donc moi, maintenant, je commence à être plus à l'aise, mais j'avoue qu'au début, c'est pas évident de se mettre face caméra à expliquer. Surtout que je suis quand je voulais vraiment faire les choses comme quand j'ai les gens en face de moi, c'est-à-dire que je ne veux pas préparer un menu type avec un script et tout ça. Et donc, parce que avant de faire la démo, je vais faire le marché. Et si j'ai fait un menu et que je trouve pas les belles choses, je vais être contrariée. Donc, je vais faire le menu en fonction de ce que j'ai trouvé de beau. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire avant la démo. C'est pareil pour les vidéos. Mais donc on s'est habitué là maintenant depuis 2019, on en a sorti quelques-unes et puis on a continué sur d'autres appareils qui sont pas toujours c'est surtout que je veux donner mon avis et puis guider les gens pour que ça leur soit utile, pour qu'ils sachent utiliser les appareils, qu'ils en tirent le meilleur et qu'ils sachent les entretenir. Donc on l'a fait sur la cornue, je l'ai fait aussi sur un four vapeur, parce que c'est quand même un appareil de rêve, le four vapeur aussi. Donc là on reste dans l'électroménager, mais c'est la porte d'entrée. Je trouve que aujourd'hui, je comprends pas pourquoi il y a autant de micro-ondes et si peu de four vapeur, sachant que le four vapeur fait tout ce que fait le micro-ondes, mais en tellement mieux. Donc, mais il faut expliquer aux gens. Ouais. Et ça, c'est notre métier. Et donc ça, c'est nouveau et en même temps, donc aujourd'hui, tous les 2-3 mois, il y a une vidéo, il y a des coulisses, entre guillemets, des témoignages, vous allez faire des visites chez les clients. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a pour le moment plus trop le temps de faire, mais ça c'est ma priorité de 2023, de recommencer des reportages chez nos clients. Parce que on a fait tellement de belles réalisations là, ces 3 dernières années, et ces 3 années sans reportage photo du tout. Donc ça c'est vraiment une priorité de 2023 pour à nouveau enrichir le site, travailler aussi un peu sur les réseaux sociaux, notamment nous c'est beaucoup sur Instagram, Pinterest, tout ce qui est très visuel. Visuel, ouais. Si on prend le temps là juste en faisant le processus de création et de fabrication et d'installation de la cuisine, est-ce qu'on peut balayer un petit peu toutes les étapes en mentionnant du coup les métiers qu'il y a derrière et le timing pour qu'on comprenne un petit peu toutes ces étapes et combien de temps ça prend en moyenne sur un chantier type de cuisine. Comment... Je pense qu'en moyenne, il faut compter, au mieux, on va dire qu'il faut compter 6 mois. Le premier rendez-vous, c'est la plupart du temps ici, dans un de nos showrooms, à Lannion ou à Rennes, parce que le premier rendez-vous, on va défricher. On va parler de matière, on va parler du projet évidemment. Est-ce que c'est une bibliothèque? Est-ce que c'est une cuisine? Est-ce que c'est un vestibule? Et puis après, on va partir sur le style. Donc on va parler de matériaux. Et là, on a tellement de matériaux possibles. Et puis, pour se rendre compte de ce que c'est qu'un chêne qui va être sablé, un chêne qui va être teinté, voilà, il y a tellement de possibilités qu'on ne pourrait pas aller chez quelqu'un avec un camion, il manquerait toujours quelque chose. Donc le premier rendez-vous, c'est très bien ici, on touche, on caresse, il y a beaucoup de sensations, et on sent évidemment. Et puis dans le showroom, il y a quand même différents espaces, donc ça permet de valider
déjà de dégrossir le projet. Donc là, on a un rendez-vous avec un architecte d'intérieur d'emblée, et c'est lui qui va suivre le client jusqu'au bout, jusqu'à la réception de chantier. D'accord. Donc un interlocuteur, pour nous, ça c'est important. Et puis, donc ça c'est le premier rendez-vous. Deuxième rendez-vous, c'est sur place, c'est-à-dire que là, on va aller voir. Alors, quelquefois, au premier rendez-vous, les gens viennent avec un plan d'architecte qu'ils ont déjà, ou ça peut être aussi... un maîtrise. Oui, à ce stade, on n'est pas au centimètre près. Ce qu'il faut, c'est connaître les ouvertures, des pièces, les dimensions approximatives pour qu'on puisse déjà placer un peu les éléments. À ce premier rendez-vous, ces personnes-là viennent et savent déjà, et elles veulent la cuisine Malégol? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, on est aussi en concurrence, quelquefois, mais en général, enfin, pas en général, mais ça arrive souvent que les gens aboutissent chez nous parce qu'ils ont cherché, ils ont fait le tour des cuisinistes et qu'ils se rendent compte que ils n'ont pas, ils n'arrivent pas à trouver exactement ce qu'ils veulent. C'est quand même très, très, c'est à mon avis une telle fierté d'arriver à ce que c'est l'incapacité des concurrents qui amène à venir pour cette création unique et ce savoir-faire unique chez Malégol. C'est-à-dire qu'il y a des fois, quand on est un industriel, ils font des choses il y a des industriels qui font des choses magnifiques. C'est pas incapable. Mais oui, c'est ça. Mais dans le sens nul. Mais qui n'ont pas la possibilité technique de répondre. Quand on doit s'adapter à un mur de pierre qui est complètement biscornu là, ou quand on a un sol dans un manoir breton ou normand qui n'est absolument pas plat, il faut être capable de tout ajuster au millimètre. Quelquefois on est dans des demeures où il y a 4,50 m de plafond. Si on met des meubles standards, ça fait un peu ridicule. Nous, comme on n'a pas de standard, s'il faut faire quelque chose qui fait 52,3 cm, on va le faire. Et on va pas mettre un meuble de 50 et puis un vide à côté, quoi. Donc après, cet architecte d'intérieur va mouliner une proposition, faire une création. Est-ce qu'il y a plusieurs variantes qui vont être proposées? Ça peut être plusieurs. Il peut y avoir plusieurs variantes, évidemment. Et puis on a un troisième rendez-vous pour la présentation la présentation des projets et les validations se font après. Mais ça veut dire que le client s'investit déjà et passe du temps sur son projet. Et en relation c'est pour ça que ça peut pas forcément se faire avec 50 personnes. Donc en général, quand on avance, on sent que si la personne s'implique vraiment dans le projet, c'est bon signe, quoi. À partir de quand il y a la proposition, le devis chiffré et le go no go? Le devis chiffré, en général, on va dire que c'est au troisième rendez-vous. On a un chiffre. De toute façon, on donne toujours une fourchette de prix quand on connaît quand même la valeur des choses, donc on arrive toujours à donner quand même une fourchette de prix, mais un vrai chiffrage, on l'a quand le projet, quand le client a validé l'implantation, les matériaux, parce que ça évidemment, si on veut une cuisine en noyer ou en chêne, c'est pas le même prix. Donc il y a des arbitrages qui se font au fur et à mesure. Ouais, et dans cette partie-là, comment se passe la communication avec l'atelier? À ce stade, il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas encore. À ce stade, il n'y en a pas encore. C'est vraiment tout est possible. Oui. Les architectes d'intérieur, ils ont quand même de l'expérience maintenant. Et ils savent ce qui tient et ce qui tient pas, ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Heureusement.
Et quelquefois, il faut savoir dire non, on peut pas faire ça. Un plan massif de telle épaisseur, ça va forcément craquer, se fissurer. Donc, on peut pas le faire de telle matière. On trouve des solutions, mais oui. Et puis on fait souvent, la plupart du temps, on fait valider des porte-échantillons, des finitions, pour qu'il y ait quelque chose de concret quand même. Hein. Palpable. Parce que, il faut aussi savoir se projeter sur des plans. Ouais. Et une fois qu'il y a eu le go, du coup, il y a commande fournisseur. Alors, des matériaux. Les matériaux, oui. Pour les matériaux, oui. Mais d'abord, il y a un passage par le bureau d'études pour transformer les plans bien sûr. Et les dessins de l'architecte d'intérieur en ouvrages réalisables par l'atelier. Mais ça, on peut le faire à partir du moment où on a pris les cotes très précises sur le chantier. Donc, il faut que le chantier, souvent ce sont des chantiers de rénovation ou de construction, il faut pouvoir prendre les cotes sur place et donc on ne peut faire ce travail-là que quand le chantier est prêt. Et il y a combien de personnes qui se déplacent du coup on a 5 personnes. On a 5 personnes. Ils sont tout le temps sur le terrain. Ah non, tout le temps. Non, puisque ça va être l'architecte d'intérieur qui va prendre ses cotes. Ah oui, d'accord. Ah oui, quand je dis on est suivi jusqu'au bout, après il passe au bureau d'études, le bureau d'études au gestionnaire de production pour les approvisionnements et après ça arrive en atelier. Génial. Ah ouais. Et dans l'atelier, ça sent bon. Ça sent le bois, c'est vrai que c'est quand même du plaisir de bout en bout, quoi. On a un métier où, vous imaginez, on parle de sensations, on parle de belles matières, on a des belles pierres naturelles, on a de l'étain, de l'inox, des bois massifs, enfin c'est plein de sensations, ou alors on parle de cuisine, de recettes, de techniques. On a un métier où on parle beaucoup de plaisir et où on est vite sur des émotions. Oui. Et ça crée un lien avec le client. Les émotions, c'est énorme, hein, ce que ça relie. Combien de projets sont menés en parallèle, peuvent être menés en parallèle dans l'atelier peut-être? Dans l'atelier, je pense que on en a, on doit en avoir trois qui se fabriquent à peu près en même temps. Ouais. Et donc c'est comme ça que vous arrivez à sortir une cuisine complète à peu près chaque semaine. Oui. Quelquefois on arrive à en sortir deux, mais souvent elles sont plutôt en Bretagne, en Normandie, dans les Pays de Loire, l'habitat est quand même spacieux, je trouve, par rapport à moi qui viens du Nord. L'habitat était plutôt étroit. Ici, il y a de l'espace partout, donc c'est vrai qu'on fait quelquefois des cuisines qui sont impressionnantes. C'est vraiment le mot. Hein. Impressionnant. Justement, est-ce que tu as est-ce que tu peux partager quelques-unes des anecdotes ou des péripéties qui se sont passées, que ce soit dans la fabrication ou dans l'installation de magnifiques cuisines, s'il y a des moments forts. Il y a des fois où c'est je pense à une malouinière où justement on avait plus de 4,50 m sous plafond et on avait une énorme hotte à venir installer, donc un corps de hotte mais colossal au-dessus d'un îlot. Et là, il y avait un nombre de personnes, d'ouvriers pour soulever cette hotte. On avait même demandé de l'aide à d'autres artisans pour tout sécuriser. Et c'est après quand on la voit une fois suspendue et bien attachée, on se dit waouh. Sont des monstres. Hein. Il y a d'autres moments de tension ou de
problèmes à régler. Ça, c'est des problèmes à régler sur place. C'est vraiment quand même un lot quotidien. Il y a toujours à s'adapter. Hein. C'est pour ça que ce sont nos installateurs. Hein. Et parce que comme on intervient loin, il faut de la compétence pour s'adapter sur place. Il faut avoir l'outillage pour s'adapter sur place, hein, parce que si on a un petit poseur qui ne connaît pas notre façon de travailler et qu'on enverrait à 300 km, ce serait une catastrophe. Non, on maîtrise vraiment le process à 100%. C'est notre force, en fait. Et on s'en est rendu compte pendant le Covid. On s'est dit, mais quel confort! Quel confort! Pendant le Covid, on a eu un bol incroyable. Quelquefois, il se passe des choses. On avait un chantier au nord de Nice, dans les montagnes, à Seillan, qui devait démarrer le mardi, c'est je pense que c'est le jour du confinement. Là. Oui. Et donc la semaine d'avant, on sentait venir les choses, et puis la cliente nous dit j'appelle Olivier, Monsieur Lassalle, ça y est, la cuisine est démontée, vous venez bien la semaine prochaine, quoi qu'il arrive. Hein. Donc tout était prêt, les avions pour les poseurs. Et puis évidemment, lundi matin, avion annulé. Ok. Le lundi midi, on réfléchit et je dis à Olivier, t'y vas. Tu vas en voiture. De toute façon, c'est une diagonale, c'est l'autoroute. Tu y vas. Et une fois que tu seras sur place, l'équipe devait être logée sur place. La cliente était absente. Qu'on soit confiné ici ou que tu sois confiné sur le chantier, je me suis dit c'est la même chose. Et donc il est parti avec 2 poseurs et ils sont restés 3 semaines sur place parce que c'était un chantier assez colossal. Il n'y avait pas qu'une cuisine. Ils ont pu installer. Ils ont tout installé. Ils étaient ils étaient tranquilles. Ils étaient tout seuls sur le chantier. Bon, ils sont pas revenus le week-end, évidemment, mais pendant 3 semaines, ils ont pu travailler, donc on n'a pas arrêté de travailler à ce début de confinement, et c'était extra. Hein. En revanche, moi, le mardi, je me souviendrai toujours de l'émotion que ça a été d'annoncer qu'on devait arrêter, d'arriver en atelier, et puis d'expliquer, on ferme, je sais pas pour combien de temps, et puis de tourner la clé dans l'atelier. Waouh, là, je crois que c'est la seule fois où j'ai eu vraiment les larmes aux yeux de devoir arrêter. Donc là, je me suis dit, on sait qu'on s'en sortira, hein, mais on ne savait pas quand, et on n'avait pas. C'était ça qui était difficile pour moi, c'était de pas avoir de date et pas avoir la main, les commandes. Là, il n'y a pas de contrôle. Voilà. Là, on attendait. Et puis, on a la chance de faire partie de la fédération du bâtiment. Donc, la fédération a négocié un protocole sanitaire sur les chantiers. Et donc, ça a été on a été très peu pénalisés. Et comme en plus, nos architectes d'intérieur sont vraiment habitués à travailler à distance avec des clients, on est dans une région où les gens ont beaucoup de résidences secondaires. Oui. À l'époque, on avait 2 prospects qui étaient sur Hong Kong. C'était un hasard, ils se connaissaient pas. Mais qu'on travaille le projet à distance, ça nous posait pas de problème. On avait l'habitude des échanges de fichiers. Il y a eu une continuité. C'était en télétravail, mais pour eux, c'était pas un problème de télétravailler. On a eu beaucoup de chance on fait partie des entreprises qui n'ont pas été bousculées par le Covid. Quels ont été les autres moments où il y a eu peut-être besoin de trouver des solutions, que ce soit, je sais pas, dans la croissance, dans le développement, dans le recrutement, la transmission, quels ont été un peu
le management. Oui. Alors, une période difficile, ça a été 2009. 2009, donc c'était peu de temps après la reprise. Il y a eu la grosse crise de 2008 là, et là il y a eu vraiment un fléchissement du chiffre d'affaires. Là, ça a été difficile parce que on avait digéré toutes les difficultés de la reprise, parce qu'il y a toujours des surprises, et là, on avait l'impression d'être des coureurs de haies, là, comme Guy de Ruth, et puis hop, on l'a passé. Et puis là, on est arrivé devant quelque chose et on se disait, mince, là, il va falloir aller les chercher, les clients. Et là, on s'est vraiment remué les méninges. C'est à ce moment-là qu'on a changé le positionnement complètement de Malégol, quoi. Et on a tout ajusté. Pour qu'il y ait une cohérence. Une cohérence totale. Dans ce positionnement, dans la communication, du côté visible et du côté aussi invisible en interne. Ouais, c'est ça. Mais sinon, la plus grande difficulté, je trouve, pour un entrepreneur, c'est la construction de l'équipe, pour avoir des gens qui correspondent aux valeurs de l'entreprise, qui adhèrent à la vision, en même temps que nous, on a quand même de la chance. Je dis souvent qu'on a de la chance, mais on travaille des beaux produits, on essaye de faire les choses de la manière la plus humaine possible. Pour nous, ça compte, la façon de faire compte. Il n'y a pas que l'objectif de fabriquer des agencements. Il faut que les choses soient fluides. Pour que ça dure, il faut que ce soit fluide. Et qu'est-ce que tu as mis en place pour faciliter ces recrutements et faciliter la transmission après entre ceux qui ont le savoir-faire et ceux qui peuvent l'apprendre? La première chose, c'est aussi structure Décathlon, c'est la hiérarchie la plus plate possible, pas d'assistant à personne, pas de sous-chef et puis les portes ouvertes des bureaux, c'est on a besoin de me voir, on vient me voir, on a besoin de voir Olivier, on va voir Olivier. C'est pas monsieur le directeur, il n'y a pas la direction et les employés. C'est vraiment c'est un vrai collectif à construire. Donc montrer qu'on a confiance, montrer qu'on ne maîtrise pas tout, évidemment, mais que quelquefois des difficultés, elles peuvent rendre créatif et puis aboutir sur quelque chose de formidable. Je repense au web. Il y a 3 ans, on a changé notre site internet. Notre site internet d'avant, il était toujours assez performant, mais on le trouvait un peu dépassé au niveau ergonomie. Et puis, donc, on a fait une refonte totale du site. Oui. Et puis, on avait le projet et il était très beau, il nous plaisait beaucoup, sauf que le lancement a été techniquement catastrophique. On a vu une chute de trafic, mais c'était chute Niagara, là, il y avait plus rien, plus aucun contact d'un seul coup. Le site était en nofollow, ça veut dire que c'est comme si il était dans un sas, mais qu'il n'était pas, pas vraiment lancé sur Internet. Nous, on le voyait, mais on n'arrivait les gens pas ne à pouvaient pas nous trouver. Et puis tous les liens étaient corrompus, c'est-à-dire qu'on voyait notre numéro de téléphone par exemple, mais si on cliquait dessus, c'était un autre numéro qui se composait, donc on nous contactait. Enfin, c'était une catastrophe technique. Donc branle-bas de combat, je cherche un technicien qui peut m'aider là-dessus, parce que perte en interne. Non, pas du tout. C'était une agence spécialisée, mais un peu dépassée. Un peu dépassée. Et donc moi, perte de confiance. Je voulais reprendre la main sur mon site, donc j'ai cherché quelqu'un qui pouvait
prendre la suite. Et donc là, ça aboutit sur... j'ai entendu parler à la chambre de commerce de Bresfab. On avait le droit à un accompagnement sur le numérique par un expert de la CCI. Donc j'ai dit, allez hop, ok, c'est parti, on y va. Et puis on a eu le droit à 7 jours d'accompagnement. C'est énorme, c'est colossal. Et donc on est parti là-dessus. Lui, comme c'était un expert, il nous a résolu la question, mais vraiment en une journée, avec une pertinence mais incroyable. Et puis après on s'est dit, bon, il nous reste 6 jours. On va aller plus loin. Et il me dit, on peut étudier des opportunités, on peut travailler sur l'amélioration du référencement. Et puis on a avancé avec lui. Ça a été mais énorme. Et c'est comme ça qu'on a créé un blog qui est plein de contenu et on a vraiment étoffé le site. Et on est même allé jusqu'à faire des Google Ads sur les pianos de cuisson. Et là, c'est en termes d'impact sur l'activité, c'est colossal. Parce que comme on est sur une niche, le coût du clic, c'est un ciblage. 25 centimes. Tout ça pour avoir des formulaires qui nous permettent de vendre des cuisinières qui sont de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, je me dis, quand on compare à... Donc, heureusement qu'il y a eu cette problématique. Et voilà. Avec cette et donc, agence. quelquefois, on a un problème et on se dit, mais c'est quoi ce... Et puis, on se sent tellement incompétent. Moi, je sais dire si le site est beau, si ça va bien, si c'est pertinent, ce que j'ai mis dedans. Mais techniquement, derrière, je connais absolument rien. Et donc là, ça a été vraiment... Et on continue d'ailleurs. Depuis, on continue avec lui. Et puis, on a créé un réseau breton de spécialistes. J'ai une rédactrice qui est à Dinan, Anne Pepper. J'ai une agence de communication à Rennes, Heureux. Un webmaster qui est de Lannion. Mon vidéaste. Et tous ces gens se sont mis en réseau. C'est extra... à chaque fois des spécialistes et puis nous on a juste à faire le chef d'orchestre là. On amène le fond, et puis eux savent mettre en musique. Et les sujets. Et voilà. Une petite idée, tac, un besoin, et si, et hop. Ouais. Donc ça devient des opportunités. Est-ce que justement peut-être avec cette arrivée dans cette nouvelle région, comment tu te sens aujourd'hui entouré, peut-être avec des réseaux, des fédérations, des regroupements en tant qu'entrepreneur bretonne? Oui, alors effectivement, on est gâté en Bretagne parce que la fédération du bâtiment à laquelle on appartient. Je trouve que les relations, d'une manière générale, en Bretagne, sont assez simples. Le contact se fait très simplement. C'est absolument pas protocolaire. C'est avec toujours beaucoup de bon sens. Moi, j'adore cette notion là de bon sens. Il n'y a pas de posture. On vient simplement et puis. Donc la fédération, elle nous est vraiment très très utile sur le plan social, sur le plan juridique, sur le plan administratif, sur le plan de la sécurité, de la prévention. C'est assez épatant. Après, on fait partie de réseaux. Moi, je fais partie du réseau Bouge ta boîte, qui est un réseau de business féminin. Mais business, mais pas que, c'est-à-dire que c'est pas par exemple il y a des réseaux comme le BNI qui sont purement business. Avec Bouge ta boîte, c'est vraiment le travail aussi de la posture de chef d'entreprise en tant que femme, en tant qu'être. Moi ça m'a fait un bien fou. Ça fait 6 ans que j'appartiens depuis le début, depuis leur création. C'est toi qui les as découverts?
t'en as entendu parler? Alors ça, c'était, j'étais à Rennes et on venait d'ouvrir le nouveau magasin de Rennes. On avait déménagé le magasin de Rennes et je discutais avec une de nos clientes et je lui dis bon, moi, je ne connais pas bien le fonctionnement des Rennais. J'aimerais trouver un réseau qui me permettrait de comprendre un peu le fonctionnement de Rennes et de sa périphérie. Et elle me dit oh mais il y a quelque chose qui vient de se créer, Femmes de Bretagne, donc je regarde, je m'inscris à un atelier, j'y vais, et en fait, Femmes de Bretagne, ça correspondait à des porteuses de projets. C'était Marie-Éloi qui l'avait fondé pour pousser les femmes dans leur projet d'entrepreneuriat. Mais elles n'avaient pas franchi le pas. Et donc, à cet atelier, je rencontre une autre femme chef d'entreprise qui, elle, faisait partie de Bouge ta boîte. Et elle m'a dit, mais toi, ta place, c'est à Bouge ta boîte. Et donc, elle m'invite à Bouge ta boîte Rennes, qui venait de se créer, et hop. Et aujourd'hui, il y a combien de... Et j'en sortirai pas. Il y a combien on est quasiment 2000 femmes chefs d'entreprise aujourd'hui. Sur toute la France. 6 ans, sur toute la France. Oui. Ouais. Et un cercle, c'est entre 15 et 20 personnes. Magnifique. Voilà. Et vraiment, c'est... Beaucoup d'écoute, beaucoup de ressources. Oui. Beaucoup de ressources. Et c'est aussi beaucoup d'écoute parce qu'on a un fonctionnement qui est en cercle. Tout le monde, enfin chacune voit les autres. On n'est pas derrière des tables, on n'a pas les dossiers et on a un timing. On se voit entre midi et 2. On a un timing de la réunion, on bosse, c'est toutes les 15 jours. Tous les 15 jours. Deux fois par mois, le midi. Et on a un timing qui est très précis. Et donc ça pulse. Ça n'empêche pas de se voir un peu à l'extérieur d'une manière un peu plus conviviale, mais ça bouge. Oui, ça bouge vraiment. Ça bouge, ça remue et ça fait progresser. Ouais. Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as pu découvrir ou apprendre sur ces 6 dernières années avec sur toi? Grâce à Bouge ta boîte. Une chose qui était très simple, c'est que dans mon fonctionnement avec Olivier, il y a des choses qui ont changé. C'est-à-dire que avant, c'était lui qui incarnait l'entreprise. Il est très à l'aise socialement. Il adore faire des discours. Et donc, moi, j'aimais bien préparer. Moi, je suis une femme de dossier. J'adore préparer des tas de choses. Puis, je dis, voilà, vas-y. Et je le mettais devant. C'était lui qui prenait la lumière. Et ça a complètement changé. C'est que ça s'est équilibré, tout simplement. Et tantôt c'est lui, tantôt c'est moi. Et si je dois faire un discours, je vais pas dire que je vais devenir aise, mais si je dois le faire, je le fais. Et après, je suis contente de l'avoir fait. Et je veux bien qu'on parle de moi maintenant, alors qu'avant, je serais rentrée dans un trou de petite souris, quoi. C'est Olivier qui aurait été derrière ce micro. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors qu'aujourd'hui, je me sens légitime à incarner l'entreprise parce que j'ai plus conscience de ce que j'apporte à l'entreprise. Ce travail sur le web, quand je le chiffre, je me dis waouh, quand même, il y a du business qui arrive grâce à mon travail. Voilà. De toute façon, tout le monde a sa part. Moi, je dis souvent. Les personnes qui viennent faire le ménage chez nous, ils sont très importants parce que ça doit être impeccable pour les visites de nos clients. Tout le monde est important, on est tous un maillon de la chaîne et tout le monde est précieux. Et comme on est une petite entreprise, petite équipe, quand il en manque un, quand il y en a un qui est malade, ça se sent. Ah ouais. Quels sont justement, on approche de la fin là de cette partie sur Malégol. Quels sont les enjeux, les objectifs ou les projets
sur les prochaines années? Alors, les projets, donc, le développement de cette gamme de meubles passion, parce que quand même, ce serait pour moi, pour nous, hein, une réussite que d'exporter notre savoir-faire. Je me dis, c'est pas un hasard si on a un nom qui se prononce dans toutes les langues. C'est une chance. Il y a des gens qui payent des cabinets pour avoir un nom qui se prononce dans toutes les langues. Moi, c'est la dimension de ma famille. Les frontières, franchir une frontière, c'est quelque chose. Puis c'est par là que j'ai démarré aussi, hein, responsable d'exportation dans une brasserie indépendante. Donc, oui, pour moi, ce serait un aboutissement que de réussir à ce qu'une petite PME française réussisse à plaire à l'international aussi. Donc il y a déjà la collection. Ça c'est un projet énorme. Et puis nous, on a passé le cap des 60 ans, donc on se dit dans 5 ou 7 ans, on va transmettre. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est dans cette optique-là, c'est-à-dire avec ça en tête, c'est-à-dire que on doit avoir construit une équipe qui est autonome et qui ne dépend pas de nous. Plus de nous. Le chiffre d'affaires ne doit pas dépendre de nous. L'équipe doit avoir une compétence reconnue et ne doit pas dépendre de nous. Donc former. Et ça peut être une vision de transmettre en famille à vos filles? Pas forcément. J'ai pas envie. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie. Je me dis, c'était pas un but, c'était notre projet à Olivier et moi. C'était pas un projet intergénérationnel. Okay. Alors, il y en a deux que ça n'intéresserait pas du tout. J'ai une fille qui est plasticienne, qui vit en Autriche. J'ai une fille qui est géologue. Même si elle a fait des études d'art appliqué au démarrage, je pense pas que ça m'intéresse. J'en ai une troisième, enfin nous en avons une troisième qui a passé 6 mois à travailler avec nous et qui se passionne pour Malégol, c'est clair. Elle a fait les études elle a fait une école de commerce internationale. Elle est diplômée en Allemagne et en France et elle a fait une école d'ingénieur en gestion de production. Elle aurait la carrure évidemment, mais je ne sais pas si ce serait un cadeau pour elle. Je n'ai pas envie de mettre un poids. Moi, j'ai choisi Atelier Malégol. Il faudra qu'elle le fasse si elle en a envie. Je préférerais qu'elle crée son entreprise ou qu'elle fasse son choix propre. Quoi. J'ai pas envie de lui mettre quelque chose de trop lourd sur les épaules. Nous, on est deux. On est deux. Ça a changé beaucoup de choses parce qu'on n'est jamais, on n'est pas toujours hyper en forme. Il y a des moments où il y a des vraies difficultés. Et il y a toujours l'autre pour remonter celui qui va moins bien. Et ça fait vraiment les vases communicants et ça, c'est fabuleux. On a toujours des cycles, mais heureusement, oui. On les a pas en même temps. C'est ça. Ah ouais. Ah non, ça c'est... Donc international et transmission, deux gros sujets. Oui, c'est déjà deux gros sujets. Et puis après, continuer d'asseoir Malégol. Moi j'aime beaucoup quand je suis dans des salons, me rendre compte que je suis on est tout petit, mais on est connu. C'est un nom qui veut, oui, c'est ça. Reconnu. Parce que pour notre positionnement qui est complètement à part. On est à part, et donc... Magnifique. Oui,
Mais c'est ça qui fait qu'on est pertinent sur le marché, en fait. C'est notre côté à part. Ouais. Et puis ça permet de mettre en valeur plein de talents pour nos architectes d'intérieur quand même, de pouvoir dessiner sans toujours utiliser les mêmes modèles standards, vous imaginez. Et les menuisiers et menuisières en atelier qui découvrent les projets, waouh. Moi j'adore voir la fierté qu'ils ont de leur métier, de leur production. Un grand merci Cathy pour tout ce partage, cette transparence et tous les coulisses que tu nous as ouverts. J'ai quelques petites questions un peu en dehors pour clôturer cet échange. Si tu avais la possibilité de boire un café ou de déguster un très bon verre de vin avec la personne de ton choix, qui choisirais-tu ? Monsieur Badinter. C'est un homme pour qui j'ai une admiration énorme depuis si longtemps. Quelqu'un qui a su transformer notre société, quelqu'un qui s'est battu avec courage contre la peine de mort, qui savait toucher les gens avec passion. Ah oui. Super échange. Ouais. J'adorerais être, à chaque fois que je pose cette question, j'adorerais être la petite souris qui participe à ce café. Magnifique. Et, si tu avais la possibilité de découvrir une culture, ou un pays, un peuple, tu choisirais lequel? Laquelle? La Mongolie. Ça me paraît tellement pur et la Mongolie, ouais. Et l'Iran, c'est pareil. L'Iran, j'en rêve depuis que je suis adolescent, mais comme la dictature, c'est quelque chose qui m'est insupportable. Quand j'avais 12 ans, c'était le Shah d'Iran. Ça me faisait déjà rêver, hein, Persépolis, le berceau de l'humanité, de la civilisation. Et puis après, les ayatollahs. J'espère qu'un jour, je pourrai y aller quand même. Donc peut-être l'Iran, parce que l'Iran me touche beaucoup. Donc peut-être l'Iran d'abord, et puis la Mongolie après, juste pour le bonheur des espaces. Et puis cette civilisation qui a l'air tellement à part. Si tu pouvais nous partager une ressource, un livre, un film, une expo, une artiste, une autre entreprise, en rapport un petit peu avec toute notre discussion et que tu aimerais valoriser, tu penses à quoi ? C'est vaste parce que si c'est un artiste, si c'est un livre... Une inspiration forte. Alors, si il y a une chose que je trouve qu'il faut... un livre de Michel Arras qui s'appelle « On n'y voit rien ». On n'y voit rien. Michel Arras... c'était un grand connaisseur de l'art et il vous éduque le regard et savoir regarder les choses, voir les différences, trouver du sens. Et c'est un tout petit livre dans lequel il passe quelques tableaux et il vous apprend à les regarder.
c'est fabuleux, c'est fabuleux, et on ne regarde plus jamais n'importe quel tableau, que ce soit un tableau très contemporain de Cy Twombly ou un tableau très classique, on ne les regarde plus jamais comme avant. Le regard s'éduque, et le regard chez Malégol, c'est quelque chose de fondamental. Parce que tu as partagé ce livre à tous les collaborateurs? Non, c'est vrai, mais c'est une idée. C'est bientôt Noël. Bientôt Noël, un petit cadeau sur le bureau, sur le poste. Oui, parce qu'on est tellement... c'est tellement judicieux dans notre métier. À qui aurais-tu envie de tendre ton micro pour un prochain épisode? Qui est-ce que tu voudrais... À qui voudrais-tu passer la main? Entrepreneur, dirigeante, artiste, une personne inspirante et engagée? Alors une personne inspirante, moi j'en connais une ici à Trébeurdin, Anne Tostevin, c'est une plasticienne contemporaine qui fait un travail incroyable. Et donc ça pourrait être elle. Sinon, forcément, je pense tout de suite à mon cercle de bouche ta boîte de Rennes. Là, il y a 19 personnes. Ouais. Ah oui, ce sont des femmes, des femmes remarquables. Et ça fait tellement... je veux dire, on dit souvent que les femmes peuvent pas travailler ensemble, c'est tellement un cliché. Là, c'est tellement l'opposé. C'est tellement l'opposé. Ah oui, dans le cercle, c'est tout de suite... Je te demanderai la liste. Ouais. Oui. Non, mais il y a des tempéraments, il y a des activités. Sophia Mella, c'est une architecte qui est comme moi issue de l'immigration, sauf que elle, ça se, avec son nom forcément, ça se voit, mais elle a une vision du détail dans ses projets, et elle accompagne les gens de la conception de leur habitat jusqu'à la décoration. Vous collaborez ensemble? Ah oui, non, mais Sophia Mella... comment? Vous collaborez ensemble? Oui. Elle est magnifique. Elle est vraiment incroyable. Et d'une humilité, mon Dieu, par rapport à son talent. Alors, elle est d'ailleurs, il y a eu un dossier hors série, c'était en septembre, en octobre, de art et décoration sur la couleur et la matière, et il y a 4 pages sur elle. Elle est fabuleuse. Et charmante en plus. Merci beaucoup du coup pour toutes ces belles recommandations. Dernière question, on a toujours pensé le podcast comme un héritage, comme laisser une trace. Donc on t'offre la possibilité de laisser un petit mot pour tes filles. Oh my God. Rien que de penser à elle, déjà, c'est une grosse émotion qui monte. J'espère que, mon engagement dans l'entreprise a pas trop pesé sur le temps que je leur ai pas consacré, forcément. C'est un investissement énorme, une entreprise. Et je crois que c'est pour ça que d'être à 2, c'est aussi une aide, parce que on comprend l'un et l'autre pourquoi on est autant investi. Et j'espère qu'elles ont compris, elles 3, pourquoi on était aussi investis, et surtout qu'elles n'en ont pas vu que le côté difficulté qu'on a pu dépasser, mais aussi toute la passion qu'on y met, et tout ce que ça nous apporte. Toute la force. Oui. Comme ça nous a transformés. Oui. Un très très grand merci, Cathy. Merci beaucoup. Je suis ravi d'avoir pu vraiment plonger dans ce parcours, ce duo,
Et puis cette famille Malégol qui est là aujourd'hui sur de très très bons rails. Merci aussi de m'avoir donné l'occasion de parler d'Atelier Malégol. Je trouve que c'est important de témoigner aussi pour l'équipe. Et ben c'est ce qu'on fait au quotidien et on adore ça. On est nous aussi nourris par toutes ces ondes, ces vibrations. Donc un très très grand merci. Et j'invite tout le monde à découvrir tout l'univers en cliquant sur les liens dans la description et à rentrer en contact assez facilement avec toi sur LinkedIn. Bien sûr. Oui. Merci beaucoup. Merci.